Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, on est dans un dispositif un petit peu plus chill, c'est les vacances, mais je souhaitais vous parler d'un sujet en particulier qui concerne le matériel lorsque vous faites votre choix. C'est une vidéo d'utilité publique, on va parler un petit peu de l'état dans lequel est l'industrie actuellement et les challenges auxquels font face les constructeurs, parce que c'est un point qu'on a évoqué ça et là en vidéo, mais sur lequel j'ai jamais fait un sujet dédié et je pense qu'il n'y a pas meilleur moment qu'aujourd'hui pour le coup pour vous en faire un sujet au complet. Parce que c'est un élément qui est important à connaître lorsque vous choisissez votre matériel, et notamment lorsque vous choisissez du matos de sim racing en ce qui concerne l'électronique. Que ce soit votre volant, votre pédalier ou votre base, tous ces composants-là subissent cet état de marché actuellement et ça conduit à quelques problématiques que certains d'entre vous ont pu avoir et des problématiques aussi chez les constructeurs. Ça concerne notamment la partie logicielle et ça va pas forcément aller de mon avis en s'améliorant, mais vous pouvez vous en prémunir et donc on va voir ça dans cette vidéo. Alors, de quoi je veux parler? Je me suis mis quelques notes, on a également une petite musique de fond, vous reconnaîtrez sans doute Gran Turismo 4 pour les plus passionnés d'entre vous. Donc, il faut qu'on parle d'abord de comment est-ce que fonctionne une simu. Bienvenue sur Paint, mon outil préféré. Alors, comment ça fonctionne cette histoire de simulation? Je vais vous dessiner un volant absolument magnifique. Voilà, le prochain Fanatec Podium, il est ici avec, on va lui faire un super dash volant. Voilà. Donc vous avez votre volant. Vous avez ensuite ce qu'on va appeler ici une tour, hein. Donc ça, c'est un PC ou une console. Qu'est-ce qui se passe? Et puis vous avez du coup ensuite, en dessous de ça, hop, le jeu qui va être ici. Bien. Votre PC et console, votre jeu, tout ça communique ensemble. Très bien. Le jeu envoie des infos donc à votre console, qui elle-même envoie des infos à votre volant, qui les renvoie sur votre console. En gros, vous voyez qu'il y a une communication entre votre volant qui est ici. Alors vous pouvez mettre votre volant, votre pédalier, enfin n'importe quel périphérique électronique ici, puis le support et enfin le jeu. Le jeu lui-même envoyant un certain nombre de données de télémétrie qui permettent l'interprétation au volant et c'est cette communication-là entre ces éléments de hardware qui fait le ressenti que vous avez typiquement dans votre force feedback quand vous prenez un vibreur et que votre volant va vous renvoyer une force opposée. Bref, tout ça pour vous dire qu'il faut qu'on prenne en compte cet écosystème-là pour comprendre ce qui se passe sur le marché. Ce qui veut dire que dans cet écosystème-là, il y a plusieurs choses. Il y a le jeu. Le jeu, c'est fait par qui? C'est fait par un éditeur. Ok. Ensuite, on a le volant. C'est fait par un constructeur. Voilà. On va appeler ça le constructeur Sim. Voilà. Par exemple, Fanatec, Trustmaster, Logitech. Enfin voilà. Prenez la marque que vous souhaitez. Ce qui se passe lorsque les constructeurs veulent implémenter leur logiciel et faire en sorte que la communication entre le volant et la console, etc., se passe bien, ils s'interfacent par rapport à l'API et aux données du jeu, qui va être ici. Et ça, c'est la première échelle de communication qui se déroule entre, du coup, mes constructeurs et mes éditeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quel constructeur qui veut faire une mise à jour sur son volant, s'il veut être sûr que la mise à jour soit bien implémentée, il doit avoir la validation de l'éditeur et l'implémentation de l'éditeur pour que ça fonctionne. Ce qui veut donc dire, si maintenant je me mets dans la position de l'éditeur, que je dois avoir des ressources qui sont affrétées dans mon entreprise pour faire cette traduction vers les constructeurs de volants. Et c'est là où commence à avoir le premier point de friction, parce qu'un éditeur, lui, il est fait... Ce qui l'intéresse, l'éditeur, lui, c'est son jeu. Hein. Le but de l'éditeur, c'est de vendre des jeux. Le but du constructeur de sim, c'est de vendre des volants. Autrement dit, on n'a pas forcément le même intérêt initial, mais on a quand même un intérêt commun. Et cet intérêt commun, il va commencer à naître lorsque le constructeur va prendre de l'importance. Je vous donne un exemple, purement théorique. Hein. Admettons, vous êtes sur Gran Turismo, 50% des gens de Gran Turismo jouent avec un volant Fanatec. Bon, vous n'auriez aucun intérêt à ne pas affréter de ressources si vous êtes Polyphonie Digital parce que vous vous couperiez potentiellement de 50% de votre base utilisateur. Ça serait très bête à faire en tant que business et entreprise, donc vous allez affréter de la ressource pour Fanatec parce qu'il représente finalement la majorité de vos joueurs. Et là, vous commencez à voir gentiment où est-ce que je vais vous amener.
Et on va arriver sur le problème actuel. Il y a beaucoup de studios qui sont actuellement sur une étape de développement. Si je prends l'exemple de Le Mans Ultimate, typiquement, il y a une volonté d'aller sur console. Le jeu est loin d'être fini, quoi qu'on en dise. On n'arrive toujours pas à faire des endurances avec des grandes grilles. C'est pour le coup encore un fait. iRacing est lui aussi, si on prend cet autre pan-là sur PC pour continuer sur cet exemple de simulation-là, en gros développement. Il y a des gros développements au niveau du nouveau moteur graphique. Et plein de petites choses dans l'entreprise dont on a pas mal d'ailleurs déjà parlé sur la chaîne. Il y a également PMR par exemple qui s'est complètement raté, Rennsport qui lui aussi s'est complètement raté, donc je mets ces deux chantiers à part. Et on peut aussi parler de Assetto Corsa Evo qui est en développement, un petit peu compliqué, là aussi on en a beaucoup parlé sur la chaîne. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait finalement les studios qui font les jeux, leur priorité ça reste quand même le jeu, avant le support et bien justement d'électronique et d'équipementier. Et on voit qu'au niveau des éditeurs, ils ont quand même des ressources à affréter ailleurs que d'implémenter toutes les dernières nouveautés de volants. Surtout que si on prend en compte le marché sur les 4 ou 5 dernières années, le nombre de constructeurs et d'équipementiers qui est arrivé sur le marché, il y en a eu énormément et il y en a encore. Et donc, on va dire que la croissance finalement du marché des équipementiers en sim racing a été supérieure à la croissance des ressources chez les éditeurs pour implémenter ces équipements-là. Du coup, en conséquence, les éditeurs, ils sont obligés de faire des choix. Et ça crée des ralentissements dans la capacité à implémenter des mises à jour pour le matos. Et ça, pour le coup, tout le monde est concerné. Ça concerne la partie console, moins la partie PC, parce que vous avez un outil comme SimHub. Et ça explique d'ailleurs, vous entendez souvent parler de SimHub, je vous en parle souvent sur la chaîne, je vous ai fait quelques vidéos sur le sujet où on en parle notamment dans l'implémentation du matériel. C'est là où ça vient répondre à cette problématique sur PC, parce que SimHub, typiquement, c'est un interfaçage de cette télémétrie et ça vous permet, à travers votre PC et à travers finalement votre volant, de récupérer et de communiquer avec cette data à travers l'application SimHub. Ce qui vous permet d'avoir les dashs personnalisés. L'exemple, moi, du SignSeed que j'ai dans le dos, de personnaliser le mapping sur SimHub. Voilà, d'avoir des choses sur lesquelles vous n'avez pas accès à la console, parce que l'écosystème il est fermé. Et on va reparler justement juste après de cette différence entre le PC et la console. Et on va revenir d'ailleurs sur notre schéma que j'ai fait tout à l'heure, parce qu'effectivement, sur mon schéma, je vous ai parlé du lien et de la communication qu'il y avait entre, du coup, mon équipementier, qui va me faire mon volant, et mon éditeur de jeu. Mais derrière, à côté de ça, il y a quand même une autre partie prenante, qui est autrement plus importante lorsqu'on est console, c'est le support. Parce que Gran Turismo 7 n'existe pas si Sony et PlayStation n'existent pas. C'est-à-dire que vous allez avoir une validation nécessaire, non seulement sur console de la part de l'éditeur, mais aussi, ici, de Xbox ou de PlayStation. Parce que si eux, ils valident pas au niveau de leur puce, typiquement, il n'y a même pas ce chemin-là qui se fait en fait de base. Il y a un autre chemin intermédiaire qui se crée juste ici sur la console. Et c'est pour ça que souvent, vous voyez que ça soit, d'ailleurs même pour l'édition de jeu, je prends Assetto Corsa 1 premier du nom, c'est pas le même Assetto Corsa que vous allez avoir sur PC. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir cet intermédiaire ici qui va poser souci. PlayStation, les compatibilités, les puces sont dans la base. On vous en a parlé récemment avec le Moza R16 qui devrait arriver sur PlayStation. Vous allez sur skillcenter.com si vous voulez voir la news, puisqu'on a topé le brevet là-dessus qui a été déposé et qui a été un sujet d'ailleurs sur le net et dispo sur Reddit. Et si vous êtes sur Xbox, par contre, la puce est dans le volant. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile d'avoir une intégration Xbox a posteriori qu'une intégration PlayStation, parce qu'il est forcément plus facile pour des constructeurs d'éditer un volant plutôt qu'une base. Parenthèse refermée. Qu'est-ce que ça fait ici et pourquoi est-ce que c'est comme ça ? En fait, c'est une question de responsabilité. Alors, là, il va falloir se mettre plutôt dans la peau des Américains. Je sais que c'est un peu bizarre pour nous en tant que Français, mais aux US, c'est un vrai sujet, le sujet de qui est responsable de quoi. Prenons un exemple. Je penche ma main ici, je suis tranquille en train de vous parler, et là, mon volant, tout d'un coup, s'emballe, me snap, je me pète un poignet. Qui est responsable ? Est-ce que c'est finalement le mec qui a construit le PC, sur lequel peut-être ça vient du bug ? Est-ce que c'est, admettons, le constructeur, ou sinon de la console par exemple, de la Play, de la Xbox ? Est-ce que c'est finalement Fanatec là que j'ai, qui est responsable d'un bug ? Bref,
il faut chercher à savoir d'où vient la responsabilité. Parce qu'aux US, typiquement, bah, pour ce genre de truc, vous pouvez vous retrouver demain à avoir les avocats qui viennent et qui vous disent écoutez, il s'est pété le poignet, vous lui devez des dommages et intérêts parce que ça n'a pas bien fonctionné. C'est arrivé dans plein d'autres situations, hein, beaucoup moins compliquées et farfelues que celle dont je vous parle. Donc, autant vous dire que bah, c'est une réelle, en tout cas, problématique pour les constructeurs. De ce fait, Xbox et PlayStation valident absolument tout ce qui se passe sur leur support. Et c'est ce qui fait que, on va prendre quelques exemples juste après, vous avez un temps de latence au niveau des mises à jour entre ce qui peut se passer sur PC et sur la console, encore une fois. Et ça va créer, bah du coup, si je reprends mon schéma de tout à l'heure, ça va créer forcément des points de friction autour de ça, puisque vous rajoutez une étape intermédiaire. Donc forcément, si vous avez une étape intermédiaire supplémentaire, vous rajoutez des délais. Les exemples, ils concernent absolument tout le monde, hein. J'en ai noté au nombre de 3. Pour vous donner des exemples et illustrer ça. Le plus récent, c'est chez Fanatec avec l'intégration du Full Force pour les bases CSL, donc en 5 et en 8 Nm, où bah, vous avez essuyé typiquement quelques plâtres. Hein. Parce que bah, la problématique en plus pour un constructeur de sim, c'est qu'il va avoir ses propres bêta-testeurs. Alors si c'est le cas, c'est pas toujours le cas chez tous les constructeurs, mais on va dire que pour les plus grands, ils ont quand même des gens qui sont là pour tester le matos en avance. Et bah, s'assurer que dans les grands scénarios, tout fonctionne. Sauf que bah, aujourd'hui, mon PC n'est pas votre PC, et même si c'est le même PC, c'est pas tout à fait le même PC, parce que dans les composants en eux-mêmes, on n'aura peut-être pas tout à fait la même chose, les logiciels qui sont installés, ce sera peut-être pas tout à fait la même chose, bref, tout est extrêmement différent et plus complexe que ça n'était il y a 15 ou 20 ans, parce qu'il y a juste beaucoup plus de fournisseurs et beaucoup plus de choix disponibles, ce qui est cool pour nous en tant que consommateurs, mais qui est un casse-tête pour ceux qui construisent du matos. Donc quand vous arrivez finalement sur le marché, eh ben, vous allez avoir forcément des bugs que vous n'avez pas rencontrés parce que vous passez d'une échelle de, je sais pas, peut-être une centaine de bêta-testeurs à des millions de consommateurs. Et forcément, bah, sur le million de consommateurs, il y a des trucs que vous n'allez pas avoir anticipés. Jusque-là, c'est à peu près normal. Mais voilà, le truc, c'est que le Full Force est bien arrivé sur les CSL. Vous allez certes essuyer les plates, mais si vous êtes sur console, bah, tant que Polyphony et Sony n'ont pas validé l'intégration et tout ce qui allait avec le Full Force, eh ben, vous n'allez pas foncièrement pouvoir en bénéficier sur PlayStation, quand bien même Fanatec communique sur le fait que le Full Force est compatible avec ces bases-là, y compris avec la base du GTDD Pro. Et vous êtes obligé d'attendre la validation du schéma précédent que je vous remonte ici. Là où ça bloque la plupart du temps sur console, c'est ici. Voilà. C'est un secret pour personne. C'est le cas pour n'importe quel périphérique en fait de jeu, tout simplement. Autre exemple, au-delà de celui de chez Fanatec, le TrueForce de Logitech par exemple. Le TrueForce n'était pas implémenté lorsqu'on a essayé le RS50 à l'époque sur le Mans Ultimate. Il est arrivé plus tard. Il est arrivé justement au milieu de cette année, aux alentours des 24 heures du Mans, donc il y a quelques mois maintenant. Mais depuis le temps de la sortie du RS50, donc 6-7 mois ça doit faire de mémoire après, le Mans Ultimate en tout cas, le TrueForce n'était pas implémenté dans le Mans Ultimate et donc le RS50 ne pouvait pas utiliser pleine capacité de son force feedback. Voilà. Et bah ça touche une grosse marque comme Logitech, hein, c'est-à-dire qu'on parle de l'un des 3 plus grands constructeurs, les 3 plus grands étant Fanatec, Logitech et Trustmaster, puisqu'ils ont le marché de la console. C'est eux qui font le plus de chiffre d'affaires et c'est eux qui ont le plus de clients dans le monde. Voilà. Donc grosso modo, ça veut dire que ces 3-là, vous pouvez pas les éviter si vous êtes un studio. Ou en tout cas, c'est un peu bête si vous le faites. Voilà. Celui de Logitech, quand même, il illustre aussi la problématique au niveau plutôt, cette fois-ci, de l'éditeur, parce que il faut le rappeler que Motorsport Games a évité la banqueroute à 1 ou 2 mois près. Hein. Et ça, je vous parle de ça il y a 1 an et demi. Voilà, on se parle pas d'il y a 10 ans. Il y a 1 an et demi, LMU était vraiment, et Motorsport Games, du fait de la mauvaise gestion, on en a parlé à de nombreuses reprises sur la chaîne, ils étaient vraiment au bord du précipice. Ils sont sortis avec la sortie de la 1.0 et l'amélioration au fur et à mesure du jeu. Mais là, ici, typiquement, quand vous êtes une entreprise, que vous luttez pour votre survie, vous en avez, mais alors je pense, rien à faire que Logitech vous contacte pour vous dire « mais est-ce que tu peux implémenter le TrueForce s'il te plaît pour moi parce que j'ai un nouveau matos ?» Vous avez autre chose à faire. Et c'est normal. J'ai envie de dire c'est normal, c'est humain, c'est une logique d'entreprise. Donc l'idée n'est pas de juger ou de dire que c'est bien ou c'est pas bien d'un côté ou de l'autre. C'est simplement comment le marché fonctionne. Et c'est important de le comprendre pour que vous compreniez aussi
les choix que vous pouvez faire et les recommandations en tant que reviewer de matos, parce qu'on en a fait beaucoup cette année, on en a encore qui arrivent sur la chaîne. Pourquoi est-ce que certains choix et comment est-ce qu'ils peuvent se justifier et comment j'étudie un petit peu les choses, voilà. Je pense que c'est important pour vous en tant que consommateur de comprendre ça, même si c'est pas quelque chose qui va vous prendre la tête tous les jours, hein, bien évidemment, mais de comprendre cet élément-là, ça va être important pour savoir comment vous-même vous positionnez. Le dernier exemple que je citerai, enfin pour conclure sur cette partie-là, c'est Simucube, avec le lancement complètement foiré du Simucube 3, hein, il faut le dire. Problème de firmware, problème de bug, de déconnexion de volant, de retour de force qui ont littéralement pété les poignets de reviewers, enfin des trucs auxquels on s'attend pas pour Simucube, quoi, qui est le très haut du panier. Donc tout ça pour dire que ça concerne vraiment tout le monde. Tout ça a été réglé évidemment au fur et à mesure, mais initialement, il y avait quand même un certain nombre de pépins et de gremlins, et comme je vous disais tout à l'heure, ça tend à ne pas, entre guillemets, foncièrement s'améliorer. Alors, est-ce que c'est la catastrophe? Non, c'est pas mon but de vous le dire, c'est simplement de voir maintenant, en tant que consommateur, comment est-ce que vous pouvez vous positionner? Alors, en tant que consommateur, comment est-ce que vous pouvez vous positionner? Hop, on va voir ça ensemble tout de suite. Il y a un conseil que je donne souvent lorsque vous choisissez entre un matériel A ou B. C'est si, on va dire, sur l'aspect esthétique, software, etc. Enfin, si finalement, c'est dans un mouchoir de poche, je vais toujours vous conseiller de privilégier le matos qui est le plus populaire, qui a fait le plus de ventes. Pourquoi? Parce que vous allez avoir le plus de personnes qui ont potentiellement rencontré des problèmes, mais qui ont du coup résolu ces problèmes. Donc ça va être plus facile pour vous de le retrouver. Vous allez avoir du coup plus de poids aussi auprès du studio sur la mécanique très simple que l'on a vu tout à l'heure. Forcément pour un éditeur, s'il y a de plus en plus de joueurs qui ont un constructeur en particulier, eh bien ils vont prioriser le constructeur en question. Voilà, c'est tout simplement une logique de business. Indépendamment de est-ce que le matos il est bien ou pas, pour X ou Y raison, de par sa nouveauté ou autre, c'est simplement comment ça marche. Voilà. Le tout c'est de le savoir pour, encore une fois, prendre la meilleure décision possible pour vous. Et puis enfin, l'intérêt principal d'avoir finalement le matos un peu le plus populaire, et ce qui fait que l'on tend vers un peu des produits stars, c'est que forcément l'implémentation et la durée de vie vont être plus importantes parce que vous allez avoir plus de support là aussi dans le temps. Il va y avoir un effet qui va un petit peu se composer dans le temps. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez, sur un même exemple dont je vous parle de temps en temps, vous avez plus de pièces et d'accessoires qui sont disponibles pour améliorer par exemple vos pédaliers entrée de gamme chez Fanatec ou chez Logitech, parce qu'ils en ont littéralement vendu des palettes entières par rapport à, je sais pas, un constructeur très niche comme SRP, voilà, qui fait un pédalier pneumatique de très bonne facture, hein. On parle d'échelles de prix qui sont différentes, mais voilà, c'est simplement pour vous illustrer que demain, dans un studio, j'en sais rien, un SRP a un problème ou un bug de logiciel, ils vont passer très bas dans les priorités par rapport à Fanatec. Encore une fois, c'est logique. Donc, ça, on en a parlé, c'est une chose. Maintenant, il faut qu'on parle aussi des bugs lors des matchs, sur comment est-ce que vous vous positionnez, vous, en tant que consommateur. Mon conseil aujourd'hui, au vu de ce qui se passe et de comment est l'écosystème, c'est la règle du 15 jours, ou 2 semaines, appelez ça comme vous voulez. Une mise à jour sort, vous attendez 15 jours, 2 semaines, avant de la faire vous-même. Pourquoi? Parce qu'en général, pour les constructeurs les mieux armés en partie software, dans les 2 semaines, 3 semaines grand maximum, il y a un correctif qui va sortir et qui va corriger le bug en question. Donc du coup, vous allez laisser les autres un peu écrémer ces problématiques et ces bugs, et vous serez moins susceptible de les avoir. Voilà. Gardez-vous aussi, petit point, toujours un backup d'un ancien software. Ça vous sera toujours très utile, hein. C'est toujours très utile sur les propriétaires de T300, de TX. J'avais un logiciel que j'avais gardé de côté, ça date de 2017. Hein. Ça a littéralement 9 ans aujourd'hui. Et j'ai toujours des gens qui recherchent le fichier parce que ça a ressuscité à l'époque, à la sortie du TSPC. Il y avait des bugs qui killaient complètement. Enfin, la base s'éteignait littéralement de vos TX et de vos T300. Vous remettiez l'ancien software et le truc ressuscitait. Voilà, tout simplement. Sinon, vous ne pouviez rien faire. Bouton d'allumage ou autre, il n'y avait rien qui fonctionnait. Et donc, d'avoir un ancien software, parfois, ça peut vous sauver la vie. Donc, gardez-vous un petit fichier de côté. Voilà. Ancien software pour les microprocesseurs et d'un ancien software de l'application en question. Ça vous sera toujours
utile. Si vous avez un pépin à un moment donné, vous pouvez tout effacer en termes de données dans votre PC et ensuite vous remettez l'ancien logiciel et ça va vous permettre de reprendre sur une base saine. C'est d'ailleurs un des correctifs et une des propositions de beaucoup de SAV aujourd'hui, par exemple chez Fanatec, où on peut trouver ce genre de processus. La conclusion aussi de ça, c'est que je vous le disais enfin, donc au-delà de comment vous prémunir, donc je vous fais le récap sur comment vous prémunir. Vous allez forcément tendre vers du matos qui est plus populaire parce que plus de communauté. Vous attendez 15 jours avant de faire les mises à jour. Et troisième point, qui est un peu sous-jacent, vous faites gaffe à bien regarder sur la partie software. Est-ce que les marques investissent sur leur software, oui ou non? Comment est-ce qu'on sait si les marques investissent sur leur software? Est-ce qu'elles ont régulièrement des mises à jour? Est-ce qu'elles sont régulièrement décriées pour avoir des bugs, pour traîner sur leurs mises à jour? Ça aujourd'hui, c'est vraiment le software. Ce qui fait la différence chez les marques. Ça fait 1 an que je le répète et que je vous bassine sur la chaîne sur ce sujet-là, mais c'est une vérité qui est toujours plus vraie plus on avance sur le marché, du fait des contraintes que je vous expliquais très simplement tout à l'heure. Voilà. Les grandes marques auront, du coup, du fait de ça, toujours un certain avantage par rapport à des marchés de niche. Il existe quand même une exception, celle du relationnel entre un éditeur et une marque. Je prenais l'exemple de Simucube par exemple tout à l'heure. Simucube est implémenté depuis très longtemps et très proche d'iRacing. Donc, bon, alors à voir au fur et à mesure de l'évolution du marché. Encore une fois, les choses sont mouvantes et peuvent changer. Peut-être que demain, les parts de marché de Simucube vont relativement diminuer du fait que d'autres concurrents arrivent et donc iRacing va moins les prioriser. Mais en tout cas, une relation historique entre un éditeur et un constructeur, ça paye aussi. Et cette relation-là va plutôt être importante pour le choix du matos de haut de gamme. Après, sur le reste, sur la console, c'est vraiment une question de part de marché et de priorité de poids face aux studios et aux constructeurs de consoles. Voilà. Voilà tout simplement pour ce petit blabla. J'espère que ce TED Talk vous aura plu. Si vous souhaitez vous fournir en matos, je vous le rappelle dans la description, vous avez 5 à 10% de réduction sur ce que vous souhaitez acheter sur plein de constructeurs. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil s'il y a du matos qui vous intéresse. Profitez-en. J'en profite également, petite parenthèse, pour vous parler du Race Clutch Center parce qu'on a sorti, ça y est, les cours collectifs sur le RCC. Donc les cours collectifs, c'est très simple. Comment ça marche? C'est 2 heures de coaching pour 29,99 €, ça fait même pas 15 € l'heure de coaching. Bref, vous n'avez plus aucune excuse, vous êtes encadré par un pro, vous êtes au maximum 10 personnes dans la séance pour être sûr qu'on ait un suivi qualitatif, minimum de 6 personnes, voilà. Les pré-réservations sont en cours, donc n'hésitez pas à aller sur le site, rubrique coaching, vous trouverez tout. Il y a du Le Mans Ultimate, du GT7, du F1 26, du iRacing, du ACC, donc voilà, vous avez de quoi vous servir. S'il y avait des jeux que vous souhaitez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, là aussi, ça sera lu. Si vous souhaitez maintenant retrouver mes tests matos, je vous conseille de regarder la playlist qui va s'afficher juste ici, et si vous cherchez une autre vidéo du même genre où je vous parle justement de ce que les constructeurs veulent pas trop que vous sachiez, et pour savoir encore mieux vous positionner avant même de choisir votre matos, je vous conseille la vidéo qui va s'afficher juste là.